Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, vous aimez l'automobile, l'actualité de l'auto, justement vous êtes tombé au bon endroit avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h ce soir. Au sommaire de cette émission, de plus en plus de villes interdisent les vélos et les trottinettes dans les zones piétonnes de centre-ville pour des raisons de non-respect des règles du code de la route par les utilisateurs. Le témoignage du maire d'Agen, Jean-Dionis du Séjour, sera avec nous. Radars automatiques, ils fêtent leurs 20 ans de tension et 15 millions de procès-verbaux générés par an. Le nombre est passé de 43 en 2003 à 4600 cette année. Peut-on encore échapper aux peines encourues ? Rémi Jossaume, président de l'Automobile Club des avocats, sera en notre compagnie. Et puis atteindre 100% des bornes de recharge sur les réseaux APRR et AREA était un défi majeur avec plus de 750 points de charge haute puissance de 150 à 300 kW. Cette ouverture exceptionnelle accompagne la montée en puissance des véhicules électriques, de la démocratisation et des trajets longs distances en électrique. Les voitures électriques, justement, parlons-en. Elles ont un faible impact carbone selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et pourtant, une enquête récente de l'Institut Reuters révèle que de nombreuses voitures électriques à faible kilométrage sont déjà à la casse, mais on progresse beaucoup pour leur recyclage. On en parlera avec Nelson Jourdain, gérant de Carico Gèvres Auto en Loire-et-Cher. Bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et de plus en plus de villes interdisent donc les vélos et les trottinettes pour des raisons d'incivilité dans les centres-villes. Le maire d'Agen est avec nous, Jean-Dionis du Séjour. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous avez donc, vous, comme beaucoup de villes, emboîté le pas, finalement, ou je ne sais pas si c'est vous qui êtes précurseur ou pas, mais en tout cas, à Agen... J'étais précurseur, je crois. Voilà, vous étiez précurseur, en tout cas, c'est eux qui vous ont emboîté le pas. L'interdiction, en tout cas, des vélos et des trottinettes dans les centres-villes ou en fait, dans les lieux piétonniers. Non, c'est dans les zones piétonnes. Ça, c'est très important. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est limité à ce qu'on appelait le boulevard piéton, les rues piétonnes. Alors, vous avez interdit tant les vélos que les trottinettes. Est-ce que les problèmes posés par les deux modes de locomotion, on sait qu'à Paris, il y a eu un référendum sur les trottinettes électriques qui ont été rejetés massivement, on peut le dire, même si le taux de participation n'était pas gigantesque. Est-ce que les deux modes de locomotion posaient les mêmes problèmes ? Alors, il y a eu débat là-dessus, mais globalement, oui. Qu'est-ce que c'est le problème qui est posé par les trottinettes et les vélos ? D'abord, c'est qu'il y en a de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est que ça va de plus en plus vite. Et ça, on le dit pas assez souvent. C'est-à-dire qu'avant, la vitesse moi, je suis cycliste urbain depuis 30 ans. La vitesse d'un vélo en ville, c'était 15 km/h. Maintenant, un vélo électrique, il va à 25 km/h ou à 30. Et c'est pareil pour les trottinettes. Donc, de plus en plus de vélos et de plus en plus de trottinettes, et les uns et les autres, aller à 15 km/h, vont à 30. Et c'est ça qui crée le problème. Et c'est pour ça que je vous annonce, parce que le mouvement dont Agen a été précurseur, pour des raisons bien particulières dont on va peut-être parler, il ne pourra que s'amplifier. Parce que les raisons de fond, elles sont là dans le flux des vélos et des trottinettes, et la vitesse donc qui a doublé des trottinettes et des vélos. Donc c'est bien. Avec le vélo électrique, avec les trottinettes. Mais ça n'est pas une question de vitesse du vélo, c'est l'utilisateur qui est en cause. Oui, alors après, pourquoi on a été obligé d'aller jusqu'à l'interdiction ? Tout simplement parce que aujourd'hui, la loi, lorsqu'elle dit, parce que la loi a déjà vu le problème, elle dit dans les zones piétonnes, les vélos sont autorisés à condition qu'ils roulent au pas. Et au pas dans la loi française, c'est maximum 6 km/h. Mais comment vous vérifiez ça sur une trottinette et un vélo ? Il y a zéro moyen de contrôle. Faut les brider. Vous n'êtes pas comme avec un radar, vous allez en parler dans votre émission, où vous avez une plaque d'immatriculation, un fichier qui renvoie au propriétaire à partir de la plaque d'immatriculation. Et peut-être qu'il faudrait une plaque d'immatriculation pour les vélos électriques.
Oui, vous avez raison. Ça fait partie des pistes d'amélioration qu'il faut travailler. Mais pour le moment, on l'a pas. Et avant qu'elle soit visible, il se passera beaucoup de temps. Donc pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu urgence. Et si Agen a été précurseur, c'est parce que depuis un an, il y avait un bruit de fond croissant qui disait Jean, tu sais, ça se passe mal sur le boulevard, on se fait bousculer, etc. Bon, moi, je suis cycliste urbain, j'avais pas vraiment déclenché là-dessus. Sauf que brutalement, 2 accidents graves. 2 accidents très graves. Un gamin de 5 ans qui se fait percuter par une trottinette à 30 km/h avec hémorragie hépatique. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de le perdre, le gamin. Donc, et à partir de là, on s'est dit, mais on fait quoi? On attend le 3e ou quoi? Vous voyez, mais Non, ça veut dire qu'on peut quand même venir à vélo, mais à pied, on doit traverser et on le pied à terre. Voilà, pied à terre, c'est ça. Et pied à terre, ça marche. Mais Jean-Dionis du Séjour, vous avez été précurseur. Des villes comme Lille ou Nice prennent la même mesure. C'est une image d'Épinal. On pense en général que les habitants des petites villes sont plus courtois, plus disciplinés, etc. Et on se dit, Lille et Nice, on comprend, mais même à Agen, les 2 roues ont des difficultés pour se discipliner. Oui, on a un petit problème de... Je suis désolé qu'il n'y ait pas de plus de courtoisie et de discipline citoyenne, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous ai dit l'enchaînement qui a amené ça. Alors, je comprends que certains cyclistes qui sont vraiment respectueux de ça et qui allaient tout doucement, etc., soient choqués pénalisés par ça. Oui. Mais la réalité du vélo urbain, elle est multiple. Moi, j'ai appris à l'occasion de cette instruction, de la mesure qu'a pris la ville d'Agen, un petit peu précurseur, j'ai appris qu'il y avait 70 livreurs Uber Eats à Agen. J'étais absolument très loin de cette ordre de grandeur. Bon, et eux, ils sont payés à la commission, etc. Ils vont tout droit, et ils vont vite. Vous voyez, donc, moi, je suis désolé de pénaliser un certain nombre de gens qui sont respectueux et puis très citoyens, mais la réalité, elle est diverse. Jean-Dionis du Séjour, Rémi Joussomme, avocat spécialisé en droit routier, veut réagir. On vous entend pas, attendez, bougez pas. Le micro est ouvert, pourtant. On va parler des radars automatiques dans quelques instants, mais rappelez-vous, il y a 20 ans, c'était la politique de la tolérance zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu tout simplement dresser les automobilistes, c'est-à-dire la certitude de la sanction. Pourquoi tous ces effets déviants, finalement? Parce que ces usagers à mobilité douce ont un comportement très dur avec le code de la route, c'est-à-dire qu'ils ne le respectent quasiment jamais, et parce que tout simplement, ce qui est vrai pour les automobilistes est vrai pour ces usagers-là également, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de sanction, les comportements déviants, et bien évidemment, se multiplient. Ils ne sont pas encouragés, mais quasiment, puisque aujourd'hui, on le voit bien, ce sont ces personnes vulnérables, parce qu'elles restent les personnes vulnérables, qui sont le plus exposées à l'insécurité routière. Les chiffres ne baissent pas, même ils augmentent pour les cyclistes l'année dernière. Mais il faut mettre ça aussi en relation avec le fait qu'elles ne sont jamais verbalisées. Donc ce qui a marché pour les automobilistes doit marcher aussi pour les usagers vulnérables. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. La question qu'on s'est posée, c'était quelle verbalisation et quelle sanction. Et on est encore dans l'expérience qui sera terminée le 31 décembre. On a pris cet arrêté, peut-être est-il améliorable. Tout à l'heure, vous disiez, madame, pourquoi pas de plaque d'immatriculation? Si arrive un système qui, global, nous permet de faire de la photo de carte d'immatriculation, de retrouver les gens, pourquoi pas? Pour le moment, on l'a pas. Et le code de la route français était inapplicable pour les maires ou les gens qui sont responsables de la sécurité dans les villes. Donc, moi, j'ai pris un arrêté municipal qui marche. Et qui était applicable par ma police municipale, par notre police municipale. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut mettre dans le même sac des personnes dont le vélo, en tout cas, est un moyen de transport dans le cadre d'un travail comme Uber Eats, où effectivement, vous le dites, qui sont payés à la commission, donc le temps est important, et des promeneurs du dimanche? C'est ça la question. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'ils conduisent pas leur vélo de la même manière, mais c'est
très compliqué de les repérer, si vous voulez, dans la rue. Ils sont en vert ou en bleu, hein, on les reconnaît. Oui, pas tous. J'ai appris beaucoup, moi, sur les livreurs Uber Eats depuis. Non, c'est compliqué. Alors, après, quand on a fait ça, et on l'a fait, je vous l'ai dit, hein, donc des frictions croissantes, c'est pour ça que ça m'étonne pas, Lille, Toulouse, Nice, etc., des frictions croissantes entre piétons et puis l'accident. Bon, et l'accident. Et je veux vous dire, moi aujourd'hui, je souhaite qu'il n'y ait pas d'accident trop grave pendant la période de Noël où les zones piétonnes sont archibondées de petits-enfants notamment, qui vont voir les animations de Noël en centre-ville avec des vélos au milieu. Franchement, je le souhaite, mais j'en suis pas sûr. Qu'en pensent les écolos ? Il y avait un angle mort là, il y avait vraiment un angle mort dans la sécurité routière. Qu'en pensent les écologistes de cette mesure ? Est-ce qu'elle est pour eux forcément à l'encontre de l'histoire ? Alors, moi, d'abord, avant de parler des écologistes, l'opinion publique à Genèse, majoritairement pour la mesure que j'ai prise, très majoritairement. Après, et moi, j'appartiens aussi à cette ethnie des cyclistes urbains. Donc, je ne me déplace qu'à vélo. Donc, je connais cette ethnie et ils sont pas contents. Et il m'accuse même à la limite de trahison en disant toi qui es toujours à vélo, etc. Mais je leur dis c'est pas. Et pourquoi ils sont pas contents ? Parce qu'ils le vivent comme une restriction de liberté. Et je peux comprendre ça. Après je leur dis les amis, ne dramatisez pas. On parle si vous voulez de rallonges en kilomètres ou en minutes qui sont quand même très légères. Les zones piétonnes en ville, dans les centres-villes, c'est quand même, quand il faut les contourner, c'est pas grand-chose. En même temps, le mot piéton est clair dans la formulation. Hein. Oui. C'est piéton, c'est piéton. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Si on lit ce que demandent les associations écologistes, elles demandent par exemple de réduire la place de la voiture pour réduire la cohabitation entre cyclistes et piétons. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Jean-Dionis Ducéjour ? C'est moi qui vais râler. Il y a deux choses, et votre collègue vient de le dire. On a travaillé sur la cohabitation voiture-vélo. Et Agen, qui a pris cette mesure, va mettre un point d'honneur à rester une ville vélo. C'est quoi une ville vélo ? C'est une ville qui d'abord fait des pistes cyclables. Et donc qui sort la voiture d'un certain nombre d'espaces, etc. Et je vais vous prendre une mesure qui est une mesure d'avenir. La ville du futur, il faut qu'elle multiplie les sens uniques. Pourquoi ? Ah oui. Et pourquoi ? Parce que au lieu d'utiliser dans vos rues 2 fois 3 mètres pour faire passer des voitures, vous n'utiliserez que 3 mètres et vous récupérez 3 mètres. Et à partir de là, vous pouvez élargir les trottoirs et faire des pistes cyclables. Et là, on est un peu dans la ville d'avenir, voyez ? Donc oui, les associations vélo, elles ont raison. Il y a un débat sur un nouveau partage de la rue qui soit moins favorable au vélo, moins favorable à la voiture, plus favorable au vélo. Mais c'est pas pour ça que dans les zones piétonnes, qui doivent être des zones à la fois, voyez, sympas, conviviales, pour pouvoir y aller avec vos enfants de 5 ans, de 3 ans, etc. Et sûres, là, maintenant que les vélos vont à 30 à l'heure, il faut arrêter. Et là, et ça, c'était un angle mort. C'était vraiment un angle mort. Merci beaucoup, monsieur le maire, le maire d'Agen, Jean Dionis Merci à vous. Ducéjour. Merci RMC, bye bye. Non, c'est Sud Radio. Sud Radio. Voilà, c'est ça. Vous les embrasserez quand même pour nous. Allez, bye bye. Après le vélo, les radars ont 20 ans. On est passé de 43 en 2003 à plus de 4500 aujourd'hui. Est-ce que finalement, avec des radars super performants, est-ce qu'on peut encore échapper à des peines encourues ? On en parle dans un instant avec un avocat qui nous donnera certainement, en tout cas j'espère, de bons conseils. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Désormais, il faudra se méfier des boîtes de métal renfermant une caméra numérique et installée au bord des routes, car c'est parti, Nicolas Sarkozy et Gilles de Rebien viennent de présenter le premier radar automatisé dans l'Essonne. L'objectif, surveiller les routes réputées dangereuses 24 heures sur 24. Les radars automatisés vont-ils se révéler comme un véritable pactole pour les finances publiques ? 500 radars multipliés par 200 PV par jour à 90 € l'amende égale plus de 3 milliards d'euros. C'est plus que l'impôt sur la fortune. Oui, c'est plus que l'impôt sur la fortune. Les radars automatiques, 20 ans de tension, 15 millions de procès-verbaux. C'est à l'époque où vous l'avez entendu, il en était 43. Aujourd'hui, on est à 4600 avec des modèles extrêmement performants. Mais peut-on échapper forcément à ces peines encourues? Pour nous aider, Rémi Jossaume est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous êtes président de l'Automobile Club des avocats et responsable de la commission droit routier de Paris. Aujourd'hui, c'est forcément ces radars ultra performants, on ne peut pas vous rater dans l'absolu. Alors on n'y échappe pas, vous l'avez dit en introduction, on est à près de 4600 radars aujourd'hui. Alors c'est amusant d'entendre vos confrères de l'époque dire que les pouvoirs publics nous ont vendu ça en nous disant on allait les mettre sur des endroits dangereux. Bon, la réalité est un peu différente parce qu'on a vu que ça fleurissait un petit peu à tous les endroits, et notamment sur l'autoroute. Je crois que le radar qui flash le plus, c'est un radar qui est fixé sur une autoroute. Là où, effectivement, on le sait tous, le risque d'accident est le moins important. Mais les radars, ils ont fait des petits et dans différentes versions, parce que c'était les radars de vitesse. Maintenant, il y a les radars de tronçon qui mesurent votre moyenne. On parle de faire des radars de distance de sécurité. Jusqu'où va aller l'imagination ? Elle est très débordante, l'imagination, et on n'arrête pas le progrès. C'est vrai que pour ça, s'il y a un truc qui marche très bien en France, c'est ça. Ça, c'est sûr que les radars, on a été très très bons. On a même dépassé les pays qui nous ont inspiré. L'Angleterre, les Pays-Bas, et aujourd'hui, on parle même de radars avec intelligence artificielle. C'est extraordinaire. En fait, on a totalement déshumanisé le contrôle routier. Alors, on est de bonne foi, on dit les choses vraies. Ça a forcément eu un impact, évidemment, sur la sécurité routière. En 2003, 2002, même avant, on est à peu près à 5800 morts par an, et aujourd'hui, on est quasiment moitié moins. Donc oui, il y a eu un impact, pas seulement, mais évidemment, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour pas le reconnaître. Mais ça a eu des effets déviants. Le premier d'entre eux, c'est qu'on a totalement dépersonnalisé le contrôle routier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plus de policiers au bord de la route, et c'est pas le radar qui va faire votre contrôle d'alcoolémie, faire votre contrôle de stupéfiants. Et à l'époque, on a pensé qu'en fait, on allait éradiquer l'insécurité routière en éradiquant l'excès de vitesse. Eh bien, on s'est trompé, parce que depuis 10 ans, depuis 2013, les chiffres de l'insécurité routière ne bougent plus, ne progressent plus dans le bon sens. Nous en sommes toujours au même stade. On est d'accord qu'on n'est plus dangereux, forcément alcoolisé ou forcément avec de la drogue, qu'en dépassant de 20 ou 30 km/h la limitation de vitesse. Oui, parce que effectivement, le radar, majoritairement, il flash les petits excès de vitesse, à tel point qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre. Alors certains parlent de pompe à fric, de raquettes, de tout ce que vous voulez, à tel point que le ministère de l'Intérieur prévoit une réforme pour janvier 2024 avec la suppression, de ces petits, pour ces petits excès de vitesse, de ces retraits de 1 point qui, on va le dire, pourrissent un peu le permis de conduire de monsieur et madame tout le monde. C'est ça. Alors la question, est-ce qu'on peut échapper aux peines encourues ? Est-ce que finalement, quand on se fait flasher, on peut éviter et le retrait de points et plus si affinité ? Alors la loi est rédigée de telle sorte que, comme vous l'avez compris, on n'identifie pas un conducteur, on identifie un véhicule. Oui. Et on a beau dire, même le progrès des clichés numériques, photographiques, ne permet quasiment jamais d'identifier le conducteur. Même quand c'est pris par l'avant, de face, 95% prennent en éloignement, donc par l'arrière déjà. Et la loi, en réalité, vous permet, encore une fois, de bonne ou de mauvaise foi, de ne pas vous auto-incriminer. Vous avez le droit de dire, je ne suis pas le conducteur, je ne sais pas qui était le conducteur, ou je sais qui c'est et je ne veux pas vous dire qui était le conducteur. C'est un droit
absolue. On ne peut pas vous imposer de reconnaître. Je peux dire que c'est Philippe David, moi. Mais par exemple, et libre à lui de se défendre par la suite. Eh bien, je vous appellerai. Vous m'appellerez avec grand plaisir. Eh bien, les pouvoirs publics doivent démontrer qui était le conducteur. Et à partir du moment où effectivement vous n'avez pas reconnu l'infraction et que vous contestez donc cette infraction et que les pouvoirs publics ne peuvent pas démontrer que vous étiez le conducteur du véhicule, vous allez, et c'est la loi qui est ainsi faite, échapper au retrait de points, aux suspensions de permis, à la confiscation même de votre véhicule. Ce qui importe pour les pouvoirs publics, c'est que quelqu'un paye une amende. Voilà. Une chose, parfois, moi ça m'est arrivé une fois, et ça peut intéresser nos auditeurs, j'ai été flashé à un endroit où je n'étais pas. J'ai appelé le centre à Rennes, j'ai passé 1 heure au téléphone à écouter de la musique, à parler avec quelqu'un, parce que j'avais été flashé à Paris alors que je vivais à Toulouse. Et j'étais à Paris la semaine précédente. Et je reçois un PV, et je dis, mais c'est pas possible, j'étais la semaine d'avant. J'ai passé 1 heure au téléphone, on m'a dit, c'est pas vous qui avez été flashé, et on n'a jamais voulu me dire pourquoi. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que j'ai jamais eu une réponse. Plusieurs possibilités. Avec ce système-là, c'est développé les usurpations de plaques d'immatriculation, qu'on voit encore aujourd'hui. Beaucoup de gens voient leurs plaques usurpées, parce que le phénomène a tellement été important que il y a une nouvelle délinquance comme celle-ci, et puis parce que le système n'est pas infaillible, tout simplement. Au regard d'un cliché photographique de piètre qualité, on a mal identifié un numéro, une lettre, et donc on en arrive, parce que souvent on n'arrive pas à identifier la marque ni la couleur, on en arrive à se tromper sur un chiffre, une lettre, et donc on va vous envoyer le PV, alors qu'en réalité vous n'êtes pas l'auteur des faits, et vous n'êtes pas le titulaire de cette carte grise. Et comment on fait dans ce cas-là, si c'est votre plaque et que vous... Et que c'est pas vous? Alors si c'est pas vous, parce qu'il y a une usurpation d'identité ou de plaque d'immatriculation, plus précisément, on dépose plainte, on change son immatriculation et sa carte grise, bien évidemment. Et puis, si ce n'est pas vous, parce que vous pouvez justifier... Matériellement, moi j'ai prouvé que j'étais à Toulouse. Voilà, eh bien vous serez totalement relaxé et vous n'aurez même pas d'amende à payer, puisque vous avez pu démontrer que vous n'étiez pas l'auteur des faits. Voilà, ce sont les dispositions du Code de la route qui n'ont pas évolué depuis maintenant 20 ans et qui permettent donc à de nombreux usagers d'échapper aux sanctions les plus importantes. Eh ben vous restez avec nous, parce que maintenant que vous êtes là, on vous garde. Dans quelques instants, atteindre 100% de bornes de recharge sur le réseau APRR et AREA, c'était un défi majeur. On y est, voilà, on va en parler dans quelques instants. Si vous avez une voiture électrique, au moins vous pourrez être sécure sur ce tronçon autoroute. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h et on va revenir sur les autoroutes AP2R et AREA qui sont désormais 100% de leurs aires de service équipées de bornes de recharge. Et on en parle avec Véronique Talon qui est avec nous, directrice de clientèle. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et on a gardé en plus Rémi Jossaume qui est avec nous, un président de l'Automobile Club des avocats qui pourra intervenir bien entendu quand il veut. Alors ça y est, vous l'aviez promis, 100% de vos stations-service sont équipées aujourd'hui. Exactement, donc depuis le 31 décembre, l'ensemble de nos aires de service accueillent une station de recharge électrique très haute puissance. Est-ce que ce sont uniquement les stations-service où il y a également des carburants ou également les aires de repos standards où il y a juste des toilettes et de quoi pique-niquer? Alors, en fait, sur les autoroutes, vous avez 2 types d'aires, les aires de repos et les aires de service. Et donc, les aires de service, c'est là où vous retrouvez tous les services du type carburant, énergie au sens large, la boutique, la restauration. Et donc, ce sont sur ces aires où on a décidé, dans un premier temps, d'installer nos nouvelles stations de recharge électrique parce nous pensons qu'il est essentiel pour les automobilistes de pouvoir, en fait, soit aller aux toilettes, soit aller dans la boutique ou à la restauration pendant le temps de la recharge. Et il y a aujourd'hui, en moyenne, combien de possibilités de voitures qui rechargent en même temps ? Alors, généralement, on est sur des stations avec 8 points de charge en moyenne. D'accord. Des charges rapides ? Allô, Véronique Talon ? Vous êtes là ? Oui, excusez-moi. On vous a retrouvé, oui. Est-ce que des charges rapides ? Alors, ce sont des charges ultra rapides. Quand on parle d'ultra rapide, vous avez des bornes qui sont en moyenne entre 150 et 300 kW. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de puissance. Après, les véhicules en face, bien évidemment, vous avez des véhicules aujourd'hui, notamment ceux qui font de la longue itinérance, qui vont être au-dessus de 200. Mais ce qu'on observe, nous, c'est que
En moyenne, la puissance de charge utilisée par nos automobilistes est plutôt de 70. D'accord. Entre août 2023 et août 2022, sur les autoroutes AP2R à REA, vous avez vu une augmentation de 89,6% du nombre de recharges. Ça fait 187 670 recharges. Comment est-ce que vous êtes arrivé à répondre à la demande? Parce que le réseau électrique, c'est pas comme la pompe à essence où on en remet dans la cuve tant qu'on peut en mettre. Eh bien, ça a été un travail de longue haleine, notamment avec les équipes d'Enedis. Et on a anticipé les raccordements de nos aires de service, parce que c'est vrai que les aires de service, on les voit sur un réseau autoroutier, mais on ne pense pas que finalement, très souvent, elles sont un peu au milieu de la campagne. Donc, on a dû amener, oui, pas mal d'énergie et faire des raccordements complémentaires. Globalement, on est en moyenne sur 1 méga à 2 mégawatts par aire. En matière de politique tarifaire, forcément, parce qu'on se pose toujours la question, vous avez pas mal de fournisseurs d'énergie. Est-ce que c'est un prix fixe sur toutes vos stations ? Alors, en fait, il faut bien distinguer le fournisseur d'énergie et l'opérateur qui va opérer, en fait, la station de recharge électrique. C'est un peu comme le carburant, entre le raffineur et le distributeur. Et donc, aujourd'hui, on a 9 opérateurs qui ont un prix, qui ont leur propre politique tarifaire, même si dans notre contrat, on essaye de connaître le prix de départ et notamment les augmentations qu'ils vont envisager annuellement. Mais on est aujourd'hui sur une tarification quasi comparable à des stations avec la même puissance, parce que ce qui est compliqué en fait avec la recharge électrique, c'est que vous pouvez avoir une puissance à l'extérieur à 7 kg, 22 kg, et puis chez nous à 150, 300 kW. Donc quand vous trouvez des stations de recharge électrique, notamment sur les parkings de distribution, vous êtes sur les mêmes prix que sur autoroute, et on est entre 50 et 60 centimes du kilowatt. D'accord. Et ça veut dire que pour que ceux qui ne sont pas aguerris à l'exercice encore de l'électrique, on recharge sa voiture entre 7 kg, 22 kW ou 300 en combien de temps ? Alors, je dirais que je suis un peu désolée, je vais complexifier la chose, mais tout dépend de votre véhicule. En fait, quelle est sa capacité en fait à recevoir de la puissance électrique, mais en itinérance, vous êtes plutôt entre 70 et 130 kW de puissance, et donc en 20-30 minutes, vous avez rechargé 80% de votre batterie. Parce qu'il faut savoir, en fait, sur les recharges électriques, les 20 derniers pourcents sont très très lents. Votre puissance de charge, en fait, descend sur tous les véhicules. C'est comme pour vos téléphones portables. Donc, c'est pourquoi on conseille vraiment à nos automobilistes, à nos clients, de recharger jusqu'à 80%. De toute façon, les personnes qui ont un véhicule électrique sont habituées, souvent on parle de biberonnage, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter plus souvent parce qu'on ne va pas aller, on ne peut pas faire le plein, sauf quand on est à domicile ou à destination. Et que ça dure toute la nuit. Rémi Jousseaume, vous posez une question, Véronique Talon. Oui, bonsoir madame. Non, je voulais simplement savoir si les utilisateurs pouvaient connaître à l'avance le coût de la recharge de leur véhicule, parce que j'ai appris que dans beaucoup d'endroits, en fait, ils n'apprenaient le coût de la recharge qu'après avoir procédé à la recharge de leur véhicule. Et me semble-t-il, dans le cadre d'une prestation de service ou de bien, on a une obligation d'information préalable concernant le coût de la prestation. D'où cette question précise sur le coût et l'information du coût avant la recharge. C'est un vrai sujet et du coup, nous aussi, ça nous a beaucoup questionné. C'est pourquoi on a demandé, comme on l'a sur les stations carburant, à avoir un totem. Et c'est sur autoroute, en fait, où vous allez retrouver des totems prix avec le prix au kilowatt. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, de toute façon, la plupart des automobilistes en véhicule électrique ont une carte pour payer. Sur autoroute, vous pouvez payer par carte bancaire sur toutes nos stations, mais très souvent à l'extérieur de l'autoroute, ce n'est pas le cas. Vous êtes obligé d'avoir une carte chez un opérateur de mobilité, et via ces opérateurs de mobilité, vous avez toujours accès en fait aux bornes disponibles et avec le prix que vous allez payer. Mais je vous l'accorde, parfois il y a une certaine complexité sur des tarifications qui sont différentes, mais pour le coup, sur autoroute, vous êtes toujours
à un prix au kilowatt. Parlons complexité. Vous travaillez avec 9 opérateurs, je les cite: Avia, BP, Certas Energy, Esso, Engie, Evadeas, Pi, Fasten, Unity, Tesla et Total Energy. Ils sont présents dans toutes les stations, ou par exemple il y a une station où c'est Avia, une autre c'est BP. Quand c'est une station BP par exemple, comment ça se passe ? Alors en fait, ils ont la station et toutes les bornes vont être Fastnet, vont être Engie, vont être... Voilà. Il faut appuyer dessus, sur un écran tactile. Alors, si jamais vous avez un incident, vous avez un numéro de téléphone et là, vous avez une hotline qui est disponible pour vous renseigner 24 heures sur 24. Et ça, c'est quelque chose qu'on contrôle puisque nous, en fait, on contracte avec ces opérateurs pour une durée assez longue et ensuite, bien, on gère le contrat avec ces opérateurs et on vient contrôler notamment que la hotline fonctionne. L'autre avantage sur autoroute, c'est que vous avez une présence physique 24 heures sur 24. Donc, l'automobiliste qui serait là avec une difficulté sur sa station de recharge électrique, dans tous les cas, dans la boutique, va retrouver une personne physique. Il n'est jamais seul. Est-ce qu'on peut imaginer que sur vos tronçons d'autoroute, on ait une carte spéciale qui nous permet d'avoir un prix fixe ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'imaginer à l'avenir pour les gens qui l'utilisent en tout cas assez régulièrement ? Alors, en fait, c'est des opérateurs différents, donc c'est vraiment la libre concurrence. Après, selon la carte chez l'opérateur de mobilité chez qui vous êtes, vous pouvez avoir des tarifications spéciales chez certains opérateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas sur ce réseau. Véronique Talon, AP2R, AREA, c'est les autoroutes sur l'Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, qu'on vous conseille ardemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et on parlait de voitures électriques. Est-ce qu'une voiture électrique se recycle correctement ? Et pourquoi, si elle se recycle correctement, pourquoi très tôt finalement beaucoup arrivent déjà dans des casses ? Nelson Jourdain sera avec nous dans quelques instants, gérant de Careco Gièvre Auto en Loir-et-Cher. On en parle avec lui. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est ce qui nous permet d'éclairer en tout cas ce métier de l'automobile, en passant par les constructeurs, par finalement les dépanneurs. On en a vu, et différents métiers. Et il y a un métier dont on parle assez peu, et c'est dommage, Philippe David. Absolument. C'est le métier de la casse auto, qui recycle aujourd'hui. On va en parler avec Nelson Jourdain. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes gérant de Careco Gièvre Auto. Vous êtes dans le Loir-et-Cher. Ce métier de casse auto, alors forcément, pour ceux qui n'y vont jamais, on a une espèce de vision un peu arriérée de ce qu'est la casse automobile, qui a pourtant une place prépondérante aujourd'hui dans l'automobile. Alors oui, effectivement, pour les gens qui franchissent pas les portes aujourd'hui d'un centre VHU, puisque une casse auto aujourd'hui, on appelle ça véhicule hors d'usage. Voilà, VHU. un centre de traitement de véhicules hors d'usage. C'est vrai que les gens ont un peu en tête cette image dans les films ou dans les séries télévisées où on retrouve un cadavre dans le coffre de la voiture. Bon, on va éviter. Ça peut arriver, mais non, je plaisante, ça n'arrive pas. Et aujourd'hui, on a un métier bien structuré qui est totalement différent de cette image. Et justement, vous innovez en créant une nouvelle unité dédiée au démontage-recyclage des véhicules électriques. Ce sera opérationnel dès 2024. Quel est le but ? Oui, tout à fait. Il faut aussi pour nous recycler. En tant que chef d'entreprise, on voit des nouveaux véhicules arriver qui sont hybrides ou électriques. Donc il faut être capable de les démonter, de les traiter, de les dépolluer et puis de pouvoir revendre des pièces de réemploi. Et chez Careco, c'est ce que l'on fait en ayant fait des stages, des agréments avec divers organismes pour pouvoir traiter ces véhicules et vendre des batteries de réemploi demain sur le marché de l'occasion. Sans parler des voitures électriques, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se recycle pas et qu'est-ce qui se recycle bien finalement sur une voiture, quelle que soit sa motorisation ? Alors, en fin de compte, tout se recycle puisque nous, dans notre activité, nous avons l'obligation de traiter un véhicule jusqu'à 95% de son poids. D'accord. Donc ça passe par la vente des pièces de réemploi, mais le traitement des fluides, de tout ce qui est recyclable, des matières, du cuivre, de l'aluminium, de différents métaux, alliages et tous les liquides, gaz de clim, carburant, etc. Et des pièces mécaniques recyclées et finalement qui retournent dans le commerce. Alors quand on parle de pièces revendues, elles sont recyclées, elles font partie de ce taux qui est obligatoire dans notre activité pour un centre qui a l'agrément. Alors
contrairement aux véhicules thermiques, il y a toujours de l'énergie qui circule dans un véhicule électrique quand il y a les batteries. Est-ce que c'est un nouveau métier? Faut-il de nouvelles compétences, de nouvelles formations? Oui, obligatoirement, puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas avant les formations. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Il est important en termes de sécurité de bien démonter correctement ces batteries. Oui. Et comme vous dites, il y a encore de l'électricité dans les voitures. Donc risque d'électrocution. Voilà, donc il faut être vraiment très vigilant, c'est sûr. On dit souvent que une voiture électrique, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle ait roulé 200 000 km. Mais visiblement, il y a des voitures électriques qui arrivent chez vous bien plus tôt que ça. Et comment on l'explique ? Alors nous, on traite des véhicules en fin de vie parce qu'elles sont usées par le temps, par les kilomètres. Aujourd'hui, les véhicules électriques que nous rentrons sont plutôt accidentés, puisqu'on rentre aussi beaucoup de véhicules accidentés qui ne sont non réparables, mais dont on peut prendre des pièces de réemploi. Donc nous, aujourd'hui, c'est cela qu'on traite en termes de véhicules électriques. On dit souvent qu'une voiture électrique endommagée, quel que soit ça, voilà, c'est difficile aujourd'hui de la remettre sur le marché, puisque on imagine que la batterie a pu être touchée dans l'accident. Oui, après il peut y avoir des véhicules. En tous les cas, c'est ce qui arrive chez nous, c'est qu'on rentre des véhicules, alors thermiques ou électriques, qui ont des petits chocs avant, arrière, et la batterie ne va pas être endommagée, comme un moteur ne peut ne pas être endommagé, ce qui est rare aujourd'hui. Les voitures, je dirais aujourd'hui, on subit des plus petits chocs qu'auparavant, liés aux limitations de vitesse, etc., etc. Pour recycler des voitures électriques, est-ce qu'il faut une augmentation, une homologation, par les pouvoirs publics? Et là, vous allez certainement créer de l'emploi quand vous avez cette nouvelle activité à partir de 2024. Quels sont les profils que vous recherchez? Alors, on n'a pas besoin d'agrément des pouvoirs publics, on a besoin d'agrément malgré tout par des organismes certifiés. On a besoin d'un agrément des pouvoirs publics pour exercer notre activité de centre de traitement de véhicules hors d'usage. Ça, c'est la loi, c'est une obligation. Après, pour les véhicules électriques, cette formation nous permet de démonter et de pouvoir vendre nos pièces de réemploi. Et aujourd'hui, une voiture qui arrive dans une casse, elle vient d'où? Par qui? À quel moment on décide que sa voiture doit passer, en tout cas, la fin de sa vie finalement? Alors, on a plusieurs gisements. On a en premier lieu les véhicules qui viennent des compagnies d'assurance, c'est-à-dire que lorsqu'un conducteur a un sinistre et que le véhicule est déclaré par l'expert épave, ce véhicule arrive chez nous. Donc, c'est lié à des contrats suivant la compagnie d'assurance et des secteurs géographiques. On a le gisement aussi des constructeurs, genre prime à la casse, etc., où les véhicules arrivent chez nous pour être déconstruits. Et puis on a le gisement des particuliers, garages, fourrières, qui aussi arrivent chez nous. Vous faites des promotions sur toutes les pièces de recyclage, j'ai lu, à 15 € pièce? Oui, alors ça, il s'agit d'une foire à 15 €. Oui. C'est bon marché, 15 €. Oui, puisque un véhicule, chaque pièce est à 15 €. Donc chez nous, par exemple, c'est un week-end par an et un moteur va être à 15 €, une porte à 15 €. Ah bah oui, c'est vraiment l'ensemble des pièces qui sont à 15 €. Mais de quel type de voiture? Ça veut dire que n'importe qui peut venir l'acheter, le monter sur sa voiture? Alors n'importe qui peut venir l'acheter. Il y a un panel de 500 voitures environ. J'espère que vous trouverez la vôtre. Et on vous attend avec grand plaisir. Quel type de voiture arrive le plus souvent chez vous finalement? C'est quoi la voiture? Parce qu'on regarde sur le bon coin en disant la voiture la plus vendue, c'est celle-ci. Et finalement, dans les casses, c'est la même chose, puisque la voiture la plus vendue, mathématiquement, c'est celle qui va avoir le plus de sinistres. Mathématiquement, c'est celle qui va être le plus usée. Oui. Donc, on rentre en premier lieu les voitures les plus vendues et on descend en cascade. Et vous avez développé une activité de reconstructeur d'automobiles. On connaît les constructeurs. Expliquez-nous ce qu'est un reconstructeur d'automobile. Alors, dans notre activité, nous rentrons des véhicules accidentés. Pour certains d'entre eux, on a la possibilité de les réparer avec un suivi d'expertise qui nous donne l'autorisation de réimmatriculer le véhicule. Donc, suivi d'expertise chez le carrossier, contrôle technique, révision, etc., etc. Et là, il y a une partie de nos véhicules qui peuvent être revendus uniquement à des professionnels pour reconstruction, effectivement. Et aujourd'hui, on peut dire que vous faites finalement de l'économie circulaire? C'est bien ça. C'est bien ça. En fait, vous êtes à l'issue, mais aussi au démarrage. C'est-à-dire que qui vous achète les pièces? Est-ce que aujourd'hui des revendeurs de pièces mécaniques viennent vous acheter des pièces? Est-ce que ça sort de chez vous? Et qui va les traiter pour les remettre dans le marché? Alors, on a tout type de clientèle. Alors, effectivement, on est en plein dans l'économie circulaire. J'ose même dire parfois qu'on est précurseur de l'économie circulaire dans mon métier de la casse auto, puisque ça fait
des années que ce métier existe. Aujourd'hui, on parle de réemploi dans plein de secteurs d'activité. C'est à la mode. On a la chance d'aujourd'hui d'avoir un métier qui est à la mode, avec une autre vision de notre clientèle et notre clientèle qui nous achète des pièces de réemploi. Bon, c'est bien sûr les professionnels qui, eux, vont monter des pièces pour leurs clients, mais aussi des particuliers, puisque dans nos centres, on a pour la plupart d'entre nous des centres de montage, des ateliers de montage. Donc on propose des prestations comme un centre auto, comme un concessionnaire. Mais ça veut dire que c'est vous qui les remettez en état ? C'est nous qui allons remonter les pièces. Nous, on vend nos pièces de réemploi que nous avons testées, qui sont garanties. On ne reconditionne pas une pièce. On vend la pièce détachée. Toutes les innovations que vous avez faites en 30 secondes, ça va se généraliser sur tout le territoire quand vous faites partie du groupe Careco ? Oui, c'est ça. Le groupe Careco est sur tout le territoire et les services sont les mêmes dans chaque centre Careco. Et on vous retrouve à la télé ? Oui, jeudi prochain, le 9 novembre à 21h, dans l'émission Trésor de casse sur RMC Découverte. Oui, c'est ça exactement. On a la chance que les caméras se soient arrêtées chez nous et filment notre quotidien, alors de façon, je dirais, un peu fun, un peu rock'n'roll, ce qui nous plaît, ce qui est notre façon de vivre notre côté professionnel chaque jour, mais qui plaît aussi aux téléspectateurs. Cécile de Minibus dit souvent à l'antenne que je suis bon pour la casse. Vous me prenez ou pas ? On vous a recyclé. Je sais pas, il faut faire vos preuves, évidemment. Comment parler d'électrique, vous me tiendrez au courant. On fera un contrôle technique. Merci beaucoup Nelson Jourdain d'avoir été avec nous, gérant de Careco Gièvre Auto dans le Loir-et-Cher. J'imagine qu'il y a un site internet. On peut tout trouver, bien entendu. Et on vous retrouve bien sûr sur RMC Découverte le 9 novembre. Merci d'avoir été. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite des programmes de Sud Radio. Des programmes Sud Radio à votre service et ensuite la nouvelle émission L'essentiel de Sud Radio en 60 minutes chrono. Et bien, on vous retrouve demain à partir de 17h. Merci à notre équipe. Passez une très belle soirée.